Et salut à tous, c'est Mtokini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui, grâce au body painting, on va parler de la tendinite. Alors on va parler de la tendinite du genou, mais ce qu'on va voir ensemble, ce sera valable pour les tendinites d'Achille, pour toutes les tendinites, un peu plus sur le membre inférieur que sur le membre supérieur, mais on va voir ensemble des techniques à mettre en place pour récupérer le plus vite possible, pour guérir. Et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai aussi un point extrêmement important qu'on a des fois tendance à oublier en tant que thérapeute lorsqu'on prend en charge ce type de pathologie. Avant d'attaquer cette vidéo, pensez à mettre un gros pouce bleu, vous me posez comme d'hab vos questions dans les commentaires et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne. Alors déjà, quand on parle de tendinite, de quoi on parle exactement? Eh bien, on va reprendre le body painting et on va voir ensemble. Globalement, si on prend ici le muscle quadriceps, on a la partie musculaire qui est là. La partie musculaire, globalement, c'est la fibre, c'est le steak, c'est ce qu'on aime manger. Désolé pour les végans. Ce muscle, il ne peut pas s'insérer directement sur l'os. Donc, il va progressivement se transformer en tendon. Vous voyez, c'est la partie qui devient blanche ici. Et ça, c'est valable une fois de plus pour tous les tissus du corps humain. Il va devenir dans cette zone-là ce qu'on appelle le tendon quadricipital. On n'entend pas beaucoup parler. Mais surtout, ensuite, il recouvre la rotule et devient le tendon rotulien. Et souvent, quand on a une tendinite du genou, c'est dans cette zone-là que ça apparaît. Globalement, pour vous la faire très simple, on a la même chose au niveau du mollet. Sur le tendon d'Achille, on a deux zones, une partie au niveau du mollet et une partie au niveau du tendon. Le mollet ne peut pas se mettre directement sur l'os, on a le tendon et c'est là que va se développer la tendinite d'Achille. Ce qu'il faut comprendre et qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on fait des tendinites, c'est qu'un tendon se renforce moins vite qu'un muscle. Quand je vais faire du sport, de la muscu, de la course à pied, du crossfit, quel qu'il soit, je vais développer mes muscles, je vais développer mes quadriceps. Globalement, lorsque je pratique, ça va être ma capacité à utiliser mes muscles qui vont me permettre d'y aller plus fort ou d'y aller moins fort. Lorsque je fais du squat, c'est à quel point j'ai du muscle que je peux continuer à pratiquer, pour faire très simple. Le problème, c'est qu'avec la pratique et les semaines, voire les mois, le muscle va se développer, se développer, se développer. Je vais devenir de plus en plus fort et je vais soit courir plus, soit faire plus de sauts, soit faire plus de squats, etc., etc. Le problème, c'est que le tendon, on a vu qu'il était une continuité de ce muscle, lui se renforce et se développe beaucoup plus lentement. Ce qui veut dire que si vous n'écoutez que votre ressenti pour gérer votre progression, il y a un moment, le tendon ne pourra plus suivre, le muscle se développe, le tendon se développe, mais moins vite. L'écart va se creuser et le tendon ne pourra plus encaisser les contraintes imposées par le muscle, c'est là que la tendinite arrive. D'ailleurs, le terme de tendinite, on ne l'utilise quasiment plus. Pourquoi? Parce que le HIIT fait référence à une inflammation et qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est pas une inflammation du tendon le problème, c'est plutôt qu'il n'est plus capable d'encaisser de la contrainte. Le fait d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'inflammation, ça nous explique pourquoi les thérapies et la prise en charge de ce type de pathologie ont complètement évolué. On fait de moins en moins d'infiltration, on a arrêté les prises anti-inflammatoires. Et d'ailleurs, les techniques passives ont de moins en moins d'importance en kinésithérapie. Faire des étirements, qui est une technique passive, est beaucoup moins intéressante. Ça peut avoir un effet antidouleur qui peut vous faire du bien, mais globalement, ce n'est pas ça qui va rendre votre tendon plus fort et plus résistant. Le chaud, le froid, les ultrasons, les électrodes, le magnétisme, bref, toutes ces thérapies passives ne vont pas augmenter la capacité de votre tendon à devenir plus résistant. C'est pour ça que c'est des choses qu'on fait de moins en moins. S'il y a un effet antidouleur intéressant, pourquoi pas? Les ondes de choc, par exemple, peuvent être efficaces dans certaines situations, mais purement vouloir traiter une tendinite ou une tendinopathie, si on veut être précis, avec des techniques passives, malheureusement, on tape à côté. D'ailleurs, si tu veux mieux comprendre qu'est-ce qu'un muscle, qu'est-ce qu'un tendon, comment fonctionne ton corps, comment pratiquer sans risquer de se faire mal, j'ai tout un chapitre dans mon livre qui est dédié à ça, avec évidemment du body painting pour comprendre comment bien bouger, comment mettre ça en place et comment pratiquer sans se faire mal. Et ce qui est important, c'est qu'un tendon, ça évolue, ça change de taille, ça change de structure, ça change de composition. Et le meilleur outil pour ça, ce sont les exercices et les exercices actifs. Et là, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, ce sont des recommandations que donne Cook, qui est une spécialiste des tendinopathies, basée sur le membre inférieur. J'ai tendance, à titre personnel, à pratiquer la même chose dans mon cabinet pour les tendinopathies du membre supérieur, mais en tout cas, sachez que ce dont on va parler, en théorie, c'est basé pour plutôt le membre inférieur. On veut renforcer le tendon. Certes, on veut le rendre plus résistant, mais comment on s'y prend? En fait, on va y aller de manière progressive. Et pour ça, on va adapter la charge. Le niveau de charge le plus bas, ça va être de faire des exercices statiques. Donc, de faire travailler le muscle sans mouvement. Ça va lui permettre de se contracter, de rendre le tendon plus résilient, mais de mettre peu de contraintes, ce qui va faire qu'il risque de ne pas être réactif et de ne pas devenir douloureux. Au niveau du quadriceps, ça va être très simple. Ça va être par exemple l'exercice de la chaise dans cette position, ou simplement, si c'est trop douloureux, de venir tenir jambes tendues. Lorsque je fais ça, on voit que j'active mon quadriceps, je contracte mon tendon, peu de mouvement, peu de contraintes et ça permet d'adapter. Vous pouvez adapter la position, vous pouvez adapter l'angulation, aussi bien ici que ici, en faisant varier la position en fonction de votre douleur. Mais si c'était une tendinopathie d'Achille, ce serait la même chose. Je vous ferai venir par exemple sur les deux pieds tenir ou seulement sur un pied tenir dans cette position, en faisant varier aussi la position à laquelle vous montez ou vous descendez en fonction de vos symptômes. Et une fois que la phase de statique est bien tolérée, qu'on arrive à tenir 30, 45, 60 secondes sans redéclencher de douleur, on se sent plutôt bien après, on va attaquer des exercices dynamiques, mais cette fois plutôt en tempo lent. Donc par exemple, si on prend le squat, ça va être des squats en tempo lent, 1, 2, 3 secondes de montée. On peut rester 1, 2, 3 secondes en bas et remonter sur 1, 2, 3 secondes. Pour une tendinopathie d'Achille, ce serait la même chose, 1, 2, 3 secondes de montée,
1, 2, 3 secondes, 1, 2, 3 secondes de descente. Et derrière, quand ces exercices sont bien maîtrisés, on peut commencer à mettre du poids. En faisant ça, on remet du mouvement, mais vu que la vitesse est faible, les contraintes sont peu importantes. Globalement, on préfère d'abord charger avec du poids, charger au sens propre du terme. Pourquoi? Parce que la contrainte augmente de manière linéaire en fonction du poids qu'on utilise. Par contre, la contrainte augmente de manière exponentielle quand on met de la vitesse. Donc la vitesse, c'est ce qu'on va réintégrer après. Donc par exemple, un autre exo qu'on peut utiliser, ça va être de venir ici, je monte lentement, je redescends lentement. Un autre exercice qui marche très bien. Je monte lentement, je contracte mon tendon rotulien et je descends lentement. Lorsque c'est fait, je le fais avec de la charge et lorsque on maîtrise avec de la charge, on peut commencer à essayer de mettre un petit peu de vitesse. On voit comme ça qu'on a proposé déjà 2 premières étapes. Le statique, maintenant on est sur du dynamique sur lequel on met de la vitesse et la 3e étape, ça va être de commencer à réintégrer ce qu'on appelle de la pliométrie. La pliométrie, c'est la capacité du tissu à encaisser de l'énergie pour pouvoir la restituer. Et ça ressemble à un saut. Si on reprend une tendinite au niveau du genou, ça va être par exemple de venir à 2 jambes, encaisser ici. Je saute à 2 jambes, j'encaisse de la contrainte. Tendon d'Achille, pareil, je peux me tenir pour l'équilibre, je saute, je freine la descente. Je saute, je freine la descente. Globalement, ça va être ce que je vais faire avec un coude, ça va être par exemple de monter une charge rapidement, freiner la descente. Monter rapidement, freiner la descente. On peut faire la même chose évidemment avec une épaule. Vous voyez que tous ces types de rééducation sont adaptables. Des fois, c'est plus ou moins évident, mais c'est le même principe de progression. Il faut laisser du temps à vos tendons d'encaisser de plus en plus de contraintes. Et la douleur sera un très bon indicateur pour savoir quand est-ce que je passe d'une phase à une seconde phase. Et la phase finale, ça va être la pliométrie pure. Donc si on prend le genou, ça va être de faire des squats dans cette position-là. Ça peut être aussi de venir faire ce qu'on appelle des box jumps. Je saute. Je saute. Là, on va globalement travailler toute la chaîne du membre inférieur. Sur la chaîne supérieure, ça va être de travailler des mouvements plus dynamiques avec des lancers comme des wall balls, de faire des pompes sautées, de venir utiliser des élastiques pour augmenter la vitesse, le côté dynamique et le côté absorption de contraintes. Rappelez-vous ce qu'on a vu au début de vidéo. Le but du tendon, c'est de rendre l'insertion entre le muscle et l'os réalisable et d'encaisser ces contraintes. Donc, comme un élastique qui va restituer de l'énergie pour pouvoir bouger. Donc, ça sera la phase finale sur laquelle il faudra toujours tendre pour récupérer toutes les capacités de notre tendon sans risquer de récidive. Je vous ai pas menti, je vous ai parlé d'un point important qu'on oublie de traiter dans le cabinet. Pensez à ça. Je suis un thérapeute ou je suis un patient, ça me va très bien. Je consulte pour une tendinopathie rotulienne. J'ai un bon thérapeute qui ne fait pas de technique passive, qui me fait une mise en charge progressive et qui rééduque mon tendon. C'est super. Le tendon devient de plus en plus résistant, le tendon devient de plus en plus épais, le tendon devient de plus en plus fort. On a réglé les problèmes ou pas? Est-ce qu'on s'est demandé pourquoi le tendon était devenu douloureux? Soit un mauvais volume d'entraînement, et donc dans ce cas-là, c'est important que ce soit le thérapeute ou le coach qui vous apprenne à moduler votre volume d'entraînement pour ne pas retomber dans le même schéma. Mais ça peut être une autre chose qui peut expliquer ça. Si on reprend un squat, si mon squat est mal réalisé, les contraintes au niveau de mon genou vont être augmentées et les contraintes dans mon tendon vont être augmentées. Et globalement, si je ne fais que traiter la tendinopathie, je ne traite que la conséquence et je ne cherche pas la cause. Est-ce que j'ai pas eu une douleur dans mon genou parce que lorsque je squatte, je mets trop de poids sur ma jambe droite? Est-ce que j'ai pas eu une tendinopathie du genou parce que quand je squatte, j'avance trop mes genoux et je n'utilise pas assez mon hip hinge, mon balancé au niveau de mes jambes? Est-ce que j'ai pas développé une tendinopathie de genou parce que je ne suis pas assez fort et tonique au niveau de mon pied et que du coup je compense et les contraintes dans mon genou sont augmentées? Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que la tendinopathie, lorsqu'elle se développe, ce n'est peut-être qu'une conséquence d'un mauvais fonctionnement d'une partie de votre membre inférieur. On a évidemment le même format sur le membre supérieur. Est-ce qu'une tendinopathie du coude ou d'épaule n'est pas apparue par un manque d'extension thoracique qui fait que je compense avec mon épaule? Est-ce que moi, tendinopathie du coude n'est pas apparue par un manque de mobilité du poignet qui fait que j'ai surchargé mon coude? Traiter la tendinopathie, c'est hyper important, mais demandez-vous toujours s'il n'y a pas autre chose aussi à travailler en amont pour ne pas traiter que la conséquence, mais de bien chercher à traiter la cause. Et ça vous permettra d'éviter les récidives. En tant que thérapeute, on l'a déjà tous vécu, ce patient qui fait ses exos, qui va mieux, qui fait sa rééducation, qui quitte le cabinet et qui réapparaît au bout de 3 mois. C'est ce genre de patient, je vous invite à aller un petit peu plus loin et d'essayer de traiter la cause et pas la conséquence. J'espère que cette petite vidéo sur la tendinopathie et sur les cuisses vous a plu. Vous voyez que globalement, ce qu'on voit ici pour le quadriceps est transférable sur quasiment toutes les articulations du corps humain. Soyez progressif, c'est une règle de base. Évitez les techniques passives. Renforcez-vous, ne soyez pas passif de votre éducation et mettez un gros pouce bleu, ça aide à soigner les tendons. Comme d'hab, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires et pensez à vous abonner à la chaîne. Bon squat à tous.